Moi, c'est Angélique et je voulais parler d'un sujet qui tient beaucoup à cœur aux femmes lesbiennes dans leur sexualité et on va parler de l'hygiène. Alors, pour certaines femmes, on a l'impression que ces femmes ont une mauvaise odeur, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, eh bien, certaines femmes, malgré qu'elles prennent soin d'elles, malgré que elles aient une hygiène corporelle vraiment irréprochable ou quasi irréprochable parce que de toute façon le zéro odeur ça n'existe pas. Il faut savoir que lorsque on prend des traitements psychiatriques, il peut y avoir comme effet secondaire ce qu'on appelle les odeurs corporelles, c'est-à-dire que selon les traitements, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en psychiatrie, les médicaments ont fait des progrès, et il y a ce qu'on appelle les premières générations, les deuxièmes générations et les troisièmes générations. Bien évidemment, ces médicaments peuvent être utilisés à plus ou moins forte dose selon les maladies, et puis surtout, chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi selon les individus. Évidemment, quand on a une schizophrénie, on ne va pas la soigner de la même manière qu'une dépression. Alors, évidemment, il existe plusieurs sortes de schizophrénie. Donc, il existe une schizophrénie paranoïde, paranoïaque, ce qu'il ne faut pas confondre, parce que une schizophrénie paranoïde, elle va être principalement accompagnée d'hallucinations auditives et d'hallucinations visuelles. Et évidemment, bien souvent, dans une schizophrénie paranoïde, on va imaginer des agressions. On va imaginer des choses qui n'existent pas. Et elles sont bien souvent renforcées par les hallucinations auditives ou visuelles et ou les deux. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est schizophrène peut avoir des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles ou même les deux. Et dans ces cas-là, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle est schizophrène paranoïde, la violence, elle va la retourner souvent contre elle-même. Et avec les médicaments, ça permet d'éviter toutes ces choses-là. Alors évidemment, il faut un suivi psychiatrique par des professionnels réguliers. Voilà. La schizophrénie paranoïaque, qui a à la base les mêmes symptômes, eux, font qu'on va s'en prendre aux autres. Et c'est à partir de là, selon le degré, que on va faire du mal aux autres. Ça peut aller des simples violences verbales ou, comme malheureusement les faits divers l'ont montré, ça peut aller jusqu'au meurtre. Parce qu'on va imaginer des choses qui n'existent pas. Et ça, ce sont les personnes qui ne sont pas suivies et qui n'ont pas de traitement régulier. Ensuite, une fois qu'on a été diagnostiqué, une fois qu'on a eu le traitement, qu'on a réussi à l'adapter, parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne se soigne pas en quelques semaines, quelqu'un qui est diagnostiqué schizophrène l'est à vie. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Ensuite, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les personnes dites schizophrènes n'acceptent pas leur maladie dès le départ. Ça, il faut bien le voir, puisque je m'appuie sur ma propre expérience. Et il y a un petit peu plus de 20 ans de ça, la schizophrénie n'était pas soignée de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, pour soigner une schizophrénie, et là je parle en termes génériques, on utilisait
un médicament principal avec autour ce qu'on appelait des correcteurs. C'est-à-dire qu'on donnait un médicament principal, on donnait un médicament qui ensuite corrigeait les effets secondaires du premier, mais le problème c'est que le correcteur avait en lui-même d'autres effets secondaires et on rajoutait des correcteurs au fur et à mesure des effets secondaires du médicament qui était censé corriger le premier. Donc ce qui faisait qu'on avait des ordonnances à rallonge, des traitements, mais je ne vous explique pas. On avait des traitements très lourds qui impactaient sur tout et principalement la sexualité. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment on a fait aussi en sorte que les traitements annulent les envies sexuelles des patients pour la simple et bonne raison qu'on ne voulait pas avoir à gérer en hôpital psychiatrique des éventuelles grossesses. Après, dans une vidéo ultérieure, je parlerai malheureusement des dérives que ce système a engendrées et où malheureusement j'en ai été victime. Mais ça sera une autre vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, on a fait en sorte que les traitements psychiatriques qui sont pris ne puissent pas permettre aux personnes d'avoir des relations sexuelles entre elles. Ce qui veut dire que ça a joué le rôle de castrateur chimique. Voilà. Donc, évidemment, ces castrateurs chimiques, bien sûr, ont aussi des effets sur les odeurs des personnes. Parce que certains traitements vont provoquer des transpirations à l'excès, ce qui veut dire que, on va très rapidement sentir la transpiration de manière extrêmement forte. Et évidemment, ça pousse à prendre des douches. Et le problème, c'est qu'après, ça peut engendrer d'autres problèmes, dont des tocs dus à l'hygiène. Voilà. Donc, évidemment, ça a un énorme impact sur le fait aussi de devoir se laver. Ça a également un impact sur d'autres choses comme l'alimentaire. Ça a aussi un impact sur, évidemment, d'autres facteurs comme le tabac, les envies de fumer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi certains médicaments psychiatriques ont pour but également de stopper les addictions aux drogues dures telles la cocaïne, l'héroïne, et pour pallier aux différents manques, et également au cannabis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, on a découvert les effets bénéfiques que peuvent avoir le cannabis sans son côté addictif. Donc, ça a donné accès à des traitements qui permettent de soigner la douleur, mais il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas. Et donc, automatiquement, on utilisait beaucoup de traitements très lourds pour pouvoir soigner ces addictions et permettre aux personnes de s'en libérer. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'avec les addictions, mais ça, peu de gens le savent, ça peut mener à des maladies comme la schizophrénie. Parce que le cannabis, je parle dans sa version illégale, et évidemment à très forte consommation, peut amener en fait le cerveau à être détruit et évidemment à en arriver à des extrêmes. Mais après, ça c'est un autre sujet dans lequel je ne rentrerai pas. Donc pour en revenir au problème des traitements, il faut savoir qu'il y a 20 ans, on utilisait principalement dans la schizophrénie et également dans les troubles qu'on appelle actuellement bipolaires, mais à l'époque, ça s'appelait des troubles maniaco-dépressifs. On utilisait beaucoup le Valium. Ce qu'on ne savait pas à cette époque-là, c'est que le Valium était un médicament extrêmement addictif et qu'on en donnait à tour de bras.
on s'est aperçu avec les années, et bien sûr à partir de 2010 voire 2012, que ce médicament était extrêmement addictif et que du coup on utilise le Valium dans les cas de schizophrénie très lourde et suite à des comportements dits dangereux pour les autres ainsi que pour soi-même. Donc évidemment, on en arrive à des extrêmes, comme la fameuse affaire de Romain Dupuis qui a été considéré comme irresponsable au moment où l'affaire a eu lieu, l'affaire de Cadillac et des 2 infirmières qui ont été assassinées. On s'est aperçu qu'il était schizophrène et que sans un traitement adapté, eh bien, il avait des hallucinations auditives et visuelles. Donc, évidemment, avec des traitements bien plus lourds et de première génération, eh bien, on a réussi à gérer ces patients-là. Malheureusement, ce qu'il faut savoir également, c'est que une fois qu'on prend des traitements de première génération, pour s'en défaire, c'est extrêmement compliqué et on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être très lourds par la suite. Ensuite, on a créé des médicaments de 2e génération qui permettent également de réguler ce qu'on appelle des troubles de l'humeur avec des médicaments tels l'Abilify qui permet de garder une humeur égale. Attention, il faut savoir aussi que ces médicaments-là ont des effets secondaires un petit peu moins lourds que les premiers parce que avec la recherche et l'évolution des médicaments, ça permet de pouvoir quand même diminuer pas mal d'effets secondaires et donc évidemment pouvoir réduire le nombre de correcteurs. En revanche, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'a pas éliminé les problèmes qui peuvent être liés aux odeurs corporelles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise des médicaments psychiatriques première, 2e, 3e génération, chaque personne va réagir différemment. Et il y a des personnes chez qui les effets secondaires vont être extrêmement minimes. Alors souvent, ça va se refléter sous la forme de fortes nuits de sommeil qui sont normalement chez l'adulte entre 7 et 8 heures. Mais là, on va passer entre 10 et 12 heures de sommeil par nuit. Donc, ce qui est énorme pour un adulte. Mais ça, ce sont les effets secondaires de certains médicaments qui sont de 2e génération et qui, sont un moindre mal, contrairement aux médicaments de première génération qui, eux, bien souvent provoquaient donc ce qu'on appelle une transpiration excessive, qui pouvaient provoquer aussi des mouvements de mâchoire, c'est-à-dire avec des bouches ouvertes qui restent, des mouvements de langue et beaucoup d'autres choses dont je ne ferai pas la liste parce qu'on pourrait y passer des heures, évidemment. Alors évidemment, on s'est aperçu qu'il fallait absolument corriger tout ça parce que sinon ça faisait des ordonnances de médicaments qui pouvaient aller entre 3 et 5 pages, ce qui est énorme puisque quand on a des maladies comme ça, bien évidemment, ça peut, on prend des traitements matin, midi, soir, coucher pour avoir une vie à peu près normale. Donc, évidemment, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir également, c'est que une fois qu'on a commencé à prendre ces traitements, il faut savoir que la libido, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça c'est sûr. Donc, ce qui fait que quand on est tout seul, limite, on peut se dire c'est bon, je suis tranquille. Mais quand on est en couple, le problème, c'est que ça peut énormément compliquer les choses. Donc, évidemment, quand on a un handicap, qu'il soit psychique, lourd ou pas, il faut savoir que ces médicaments-là vont avoir des effets secondaires sur la libido. Et donc, évidemment, ça va, pour certains médicaments, complètement annuler la libido. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que dans les hôpitaux psychiatriques,
On va aussi avoir des patients qui sont, comment dire, qui sont considérés comme malades, puisque eh bien, certains ont été mis dans ces établissements-là parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des pulsions sexuelles et que ces médicaments-là permettent une castration chimique. Alors bien évidemment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les malades ne sont pas dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a des malades qui sont en prison. Et que pour certains de ces malades, même si je ne cautionne pas leurs gestes, ils n'ont rien à faire là-bas. Parce qu'ils ne sont pas suivis correctement et que quand ils vont être relâchés, malheureusement, ça peut conduire au pire. Voilà. À l'heure actuelle, on a aussi fait ce qu'on appelle des UMD, unités pour malades difficiles. Et dans ces unités-là, on y a mis les malades qui ont commis l'irréparable, c'est-à-dire qui ont tué quelqu'un. Ça peut être un inconnu, comme ça peut être un membre de leur famille. Mais pour que ces gens-là soient mis dans ces établissements-là qui sont sous haute sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des grilles qui sont électrifiées pour certains lieux et où on a mis un personnel conséquent. Il faut savoir aussi que dans ces lieux-là, on donne des traitements pour que de la sexualité, il n'y en ait plus du tout. Et bien entendu, on ne mélange pas les hommes avec les femmes. Parce qu'on sait très bien que même si, pour beaucoup, ils ont des traitements extrêmement lourds, il faut savoir que dans certains cas, il y a ce qu'on appelle les malades résistants au traitement. Il faut savoir que dans la psychiatrie moderne, eh bien, on peut donner à certains patients des médicaments à des doses tellement importantes qu'on appelle ça des doses de cheval, que ce soit vous ou moi, c'est pas compliqué, on est incapable de les supporter. Si on prenait le 10e de ce que eux prennent, on passe 6 mois à dormir. C'est pas compliqué. Mais c'est fait exprès parce que ce sont des gens qui ont des maladies très lourdes et qui sont capables, malheureusement, de commettre le pire. Et donc, bien évidemment, on fait en sorte que ces personnes-là, la sexualité, c'est zéro. Parce que, évidemment, ça créerait des problèmes énormes. Parce que certains patients sont capables de s'en prendre au personnel et de commettre des agressions sexuelles. Parce que certains ont été mis dans ces établissements-là parce qu'ils ont été condamnés pour viol, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est interdit. Alors on peut dire oui, c'est paradoxal. On peut dire oui, effectivement, mais non, en fait, ils savent. Mais pour ces malades-là qui sont dans les UMD, non, ils ne se rendent pas compte parce que ils ont ce qu'on appelle un cerveau atypique, c'est-à-dire que ça peut relever d'un problème génétique et donc du coup, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est pas normal, c'est pas acceptable dans nos sociétés actuelles. Alors évidemment, c'est comme tout, il y a aussi ce qu'on appelle des dérives et il y a des psychiatres qui se font berner. Mais heureusement, ça n'est pas la majorité. Et les psychiatres qui sont considérés comme experts dans ces affaires-là savent très bien détecter le vrai du faux. Alors évidemment, puisque dans ces affaires-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va par collège d'experts. Et ces collèges, ils sont 3 médecins assermentés et habilités. Alors évidemment, les 2 plus connus sont le psychiatre Daniel Zaguri, ainsi que son confrère, qui est un autre médecin dont j'ai oublié le nom. Donc, voilà. Coutenceau, voilà, le docteur Coutenceau, j'ai cherché le nom. Et évidemment, ils sont bien souvent nommés pour bien faire des expertises de ces personnes-là. Et évidemment, quand des personnes qui sont expertisées
pour agression sexuelle et qui sont considérés comme irresponsables. Bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont, et ça c'est le symptôme principal, ils ont un discours totalement décousu. Voilà. C'est-à-dire que, ils vont se prendre, par exemple, je vais vous dire une bêtise. Par exemple, ils vont dire, voilà, moi je suis le président de la République. Alors que tout un chacun sait pertinemment que le président actuel, c'est monsieur Macron. Mais ils vont dire, voilà, moi je suis le président de la République et vous devez m'obéir. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas le cas. Et quand vous allez leur demander, mais dans ces cas-là, lui, il vient d'où? Il dit bien, lui, il va venir de Mars. Et puis l'autre à côté, il dit, lui, il vient d'où? Il va vous dire, lui, il vient de Jupiter, alors que c'est totalement improbable. Et ce sont des discours comme ça qui n'ont aucun sens. Alors évidemment, pour les gens lambda, ils vont dire, non, mais il est complètement à l'ouest, il est dézingué du cerveau, il n'est pas bien. Mais en fait, c'est la maladie qui fait ça. Et donc, les traitements permettent de réguler tout ça. Alors évidemment, c'est pour ça que par la suite, il y a un suivi fait par des professionnels et qui permettent ensuite d'ajuster les traitements. Mais il ne faut pas oublier qu'avec donc les médicaments de première et deuxième génération, évidemment, la sexualité, c'était mort. Il n'y avait plus de sexualité du tout et malheureusement, ça a entraîné des dérives et certains médecins se sont servis de ces traitements-là pour soi-disant soigner l'homosexualité alors que ça n'est pas une maladie et ça a été reconnu en France depuis 1982 et la présidence de François Mitterrand. Voilà. Donc, bien évidemment, ça a été, le problème des médicaments de première et deuxième génération. Avec les médicaments de troisième génération, et d'ailleurs je vais vous en citer un qui sert également à réguler l'humeur mais également la dépression puisque je m'appuie sur ma propre expérience et il s'agit de la dépression et on appelle ça le Xeroquel ou alors en générique c'est la kétiapine. Alors évidemment avec ce médicament là on a fait en sorte également de donner évidemment des doses qui annule la sexualité, mais vraiment ce qu'on appelle à très forte dose. À des doses dites correctes, c'est certain que la sexualité, elle va diminuer, en effet, mais elle ne sera pas totalement annulée, ce qui permet d'avoir quand même une vie de couple, ce qui permet également de faire baisser l'effet secondaire qui peut mener à des odeurs corporelles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce genre de médicaments, ça peut aussi dérégler le côté hormonal et donc provoquer une augmentation de la pilosité. Il faut savoir donc que ça peut carrément supprimer la sexualité et ça peut également, donc, comme je le disais, provoquer des odeurs corporelles parce qu'on va avoir les urines qui sentent très fort, la transpiration qui sent très fort, mais également ça peut aussi modifier l'haleine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors combiné à d'autres choses, évidemment, c'est ce qu'on appelle le jackpot. Et là, ça peut complètement provoquer des soucis qui peuvent être très importants. Donc, évidemment, on s'est évertué à faire en sorte que les médicaments de troisième génération aient beaucoup moins d'effets secondaires que les premières et deuxième générations pour permettre à des gens d'avoir une vie normale. Et évidemment, par contre, c'est vrai que ça va être au cas par cas. Et puis, selon l'avancement de la maladie, il faut savoir qu'on ne va pas forcément utiliser les mêmes médicaments. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quand on a une schizophrénie, c'est d'ailleurs l'exemple le plus connu,
Quand on a une schizophrénie très 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 lourde et très très importante, où quasi on est incapable de vivre en société, on va utiliser des médicaments de première génération parce qu'on sait pertinemment que dans ce genre de maladie à des niveaux bien plus importants que ce qu'on peut imaginer, ils sont vraiment efficaces. Par contre, quand on en est à des stades comme moi je suis au niveau de la dépression, on va utiliser bien souvent des médicaments de troisième génération qui sont efficaces, qui permettent à la personne de vivre normalement, d'avoir un travail, d'avoir un appartement, de s'en occuper, également de pouvoir avoir chez soi des animaux, d'avoir une vie dite quasi normale. Alors évidemment, cela est permis grâce au traitement, parce que sinon, si on n'avait pas de traitement, ça peut aller dans des dérives extrêmement graves et qui peuvent porter atteinte aussi bien aux autres qu'à soi-même. Donc voilà, et donc pour terminer, il faut savoir que les diagnostics, selon la maladie, peuvent prendre entre 6 mois et plusieurs années. Quand on parle d'une schizophrénie, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. En revanche, quand il s'agit d'une bipolarité anciennement appelée maladie maniaco-dépressive, ça peut prendre jusqu'à 8 ans de diagnostic parce que ça peut également être influé par différentes maladies psychiatriques telles les TDAH ou les choses comme ça. Mais après, sur ce genre de maladie, j'y reviendrai sur une autre vidéo. Là, sur celle-ci, je voulais d'abord parler des effets secondaires des traitements et de ce que ça peut provoquer. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions. À bientôt.